C'est l'hiver. Il fait froid dans ma chambre et j'ai les pieds gelés. Le poêle à mazout ne chauffe que la pièce du bas. De mon petit lit, je les entends vaquer. Le bruit de la vaisselle que l'on range, les ablutions du soir. Je les entends murmurer fort, comme une dispute étouffée. À table, mon père dévore comme un affamé et ma mère a l'air agacée par ces repas de diable à servir, cet appétit égoïste, ces manières paysannes, cette façon d'engloutir la soupe et de mordre dans le pain à pleines dents. Moi, je n'ai pas faim. Les aliments sont hostiles, la viande écœurante, la soupe filasse. J'en ai plein la bouche, ça me dégoûte. Les maladies m'adorent, les angines, les otites à répétition, et puis mes dents qui poussent de travers, trop grosses pour ma mâchoire, faut arracher les prémolaires pour faire de la place là-dedans. On m'a également opéré des végétations, mais j'ai toujours autant de rhume. On essaye des cataplasmes à la moutarde, on appelle ça des rigolos. Ça brûle la peau et je garde le relief d'une grosse marque rouge sur la poitrine. À la suite d'otites purulentes et récalcitrantes, je dois subir des parasynthèses pour percer une poche d'humeur dans le tympan, comme ça, à vif, sans m'endormir. Ça fait un mal de chien. Et mon lichen? Ah, mon lichen, maladie de peau très peu connue. Maman me trimballe de dermato en dermato, personne ne sait, personne ne trouve. C'est un ponte aux honoraires pas donnés qui a la solution. Lichen. 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 Il me prescrit des bains d'avoine. Un lichen. J'imagine que je me transforme en plante, en mousse, en écorce. Et les crises de foie. J'ai même attrapé une hépatite l'été dernier en mangeant des patates à la crème. Mais le plus pénible, c'est de ne pas grandir. 1m27 à 11 ans. C'est pas normal, ça, d'être si petite. Les médecins disent que ce n'est pas grave, que je prends mon temps, que ça viendra. Le temps passe lentement. La vie demeure fermée, mystérieuse. Je pense à comment on devient quelque chose, quelqu'un, comment on fait les choses, comment on rencontre des gens, comment on devient Blondie qui chante Heart of Glass. Je voudrais être elle. Je ne supporte plus mon corps qui ne veut pas grandir, mes seins qui ne veulent pas pousser, mes cheveux qui ne veulent pas épaissir. Je ne supporte plus d'en être là, coincée dans un petit trou. Je pense à comment on fait l'amour. Comment on tombe amoureux de quelqu'un qui tombe aussi amoureux de vous. Encore une chose lointaine et floue. Je ne peux pas croire que cette chose va venir un jour, que j'aurai un corps dans le mien, bien emboîté et qui bouge. Je ne peux pas croire que cette chose sera réelle, plus réelle que la pochette de Blondie et la bouche de Debbie Harry entrouverte sur un micro. Mais je ne pense qu'à ça, à comment ce sera quand je serai grande, libre et débarrassée de mon petit corps pénible. Le samedi matin, depuis ma chambre, j'entends mon père s'accompagner à la guitare en sifflotant le répertoire de Brassens. C'est à travers de larges grilles que les femelles du canton contemplaient un puissant gorille, sans souci du qu'en dira-t-on. Avec impudeur, ces femelles lorgnaient même un endroit précis que rigoureusement ma mère m'a défendu de nommer ici. Gare aux gorilles. Et comme il n'a pas grand sens du rythme, souvent, ça déraille. À force, Brassens est devenu un membre de ma famille.
À l'occasion de la sortie d'un nouvel ouvrage sur Georges, il va rôder des heures à la Fnac et rentre avec des mines de chien battus, frustré de n'avoir pu se l'offrir. Des semaines s'écoulent où il retourne régulièrement au magasin feuilleter le bouquin qui coûte 1000 francs. Pour finalement craquer un jour et revenir comme un gosse en brandissant son trésor. Ma mère l'engueule. « Mais Jacques, enfant, on n'a pas d'argent !»« Mais non, je l'ai volé, puisque je te dis que je l'ai volé. »« Ah, mais si tu l'as volé alors, ça va. » Puis, mon père retourne dans sa chambre avec son livre. Ma mère a beau l'appeler d'en bas. « Jacques, tu descends !» On ne le revoit plus du week-end. À la maison, aucune lecture n'est interdite, pas même celle de Henry Miller et son gros volume à la couverture orange au titre bien prometteur, Sexius. Celui-là, je le bouquine par petits morceaux et en cachette, parce que les descriptions détaillées de la naine Charlotte qui se fait enfiler par un sexe énorme jusqu'à lui transpercer l'estomac me donnent des vapeurs. Je note dans un petit carnet toutes les abréviations des partis politiques de l'époque. PC, UDF, RPR, FN. Mes parents disent que Le Pen est un facho qui a torturé en Algérie, mais qu'il n'a aucune chance de remporter une victoire, vu ses scores minables aux législatives. C'est juste un guignol hargneux, avec un bandeau sur l'œil pour cacher un œil de verre dont on se moque. Mon père, il l'a fait aussi, la guerre d'Algérie. Mais il n'aime pas trop en parler. Son visage se ferme, il pince les lèvres. Le week-end, mon père bricole la baraque. C'est dans ces moments de bricolage que j'arrive à lui tirer les vers du nez sur la guerre d'Algérie. Des bribes. Quand il se fait pincer avec Le Monde libertaire sous son lit, allez où, au trou. Quand il lit Voyage au bout de la nuit à la lampe torche sous les draps. Quand il revient en France, après une permission, après 1 an passé à Tiened El Had, en plein Atlas algérien, et qu'il décide de ne pas y retourner. À la fin de sa perme, il va voir son médecin de famille pour qu'il lui trafique un certificat médical, mais celui-ci refuse. Alors, mon père lui dit qu'il ne fera pas marche arrière. De toute façon, qu'il est hors de question, il préfère encore aller en tôle plutôt que de repartir là-bas. Le toubib comprend que ce n'est pas du flan et finit par lui filer un tuyau pour lui éviter d'être condamné pour désertion. Filtrer du blanc d'œuf dans un bas de femme, ajouter un peu d'eau et mélanger une faible quantité du produit obtenu à son urine juste avant la visite médicale précédant son retour en Algérie. Et ça marche au poil, cette combine. Son taux d'albumine augmente, explose, et les médecins militaires l'expédient sur le champ, se faire hospitaliser à Bégin. Papa ne retrouvera pas l'Algérie. Il a vu des copains là-bas demander à se faire rouler sur le pied par un camion afin d'être rapatrié en France. Il a vu le véhicule devant lui exploser sur une mine en allant au ravitaillement au bled. Il a ramassé à la petite cuillère de la cervelle. Il a chargé dans sa Jeep les corps déchiquetés des soldats. Il a vu un petit arabe de 13 ans, prisonnier, pleurer la nuit parce que les autres, ils m'enculent. Il a eu peur des félagas, peur de ses supérieurs, peur lors de ses nuits de garde dans le froid du désert algérien, peur quand il rampait dans la boue, peur de devenir insensible devant toute cette merde. Alors ça suffit comme ça. Non, il n'y retournera pas, même si le prix à payer, c'est d'aller en tôle. Et pendant 1 an, il va jouer le malade, en faisant le mur, à coups de fausses permissions, de guérison en rechute. Et lui, attendant que ça passe, avec une petite figure valétudinaire. Jusqu'au moment où le médecin-chef remplit un papier définitif, inapte et réformé. Enfin, sauvé de l'Algérie.
en pleurs de joie sous ses draps. Et le médecin se méprend, croyant que c'est à cause de sa maladie chronique. C'est bien plus tard qu'il me raconte la cervelle à la petite cuillère. À ce moment-là, il est devenu tout vieux, tout ridé. Il ne bricole plus depuis longtemps. Malade, cette fois, pour de bon. Il me raconte ça de son lit, avec une petite voix blanche et ses mains toutes flappies qui serrent le drap. Pauvre papa, pauvre petit soldat. Que serais-je sans toi qui vins à ma rencontre? Que serais-je sans toi qu'un cœur au bois dormant? Que cette heure arrêtée au cadran de la montre? Que serais-je sans toi? Que ce balbutiement qui parle de bonheur a souvent les yeux tristes. N'est-ce pas un sanglot de la déconvenue? Une corde arrêtée au doigt du guitariste. Et pourtant je vous dis que le bonheur existe ailleurs que dans le rêve, ailleurs que dans les nues. Terre, terre, voici ces rades inconnues. Que serais-je sans toi qui vins à ma rencontre? Que serais-je sans toi qu'un cœur au bois dormant? Que cette heure arrêtée au cadran de la montre? Que serais-je sans toi que ce balbutiement? L'Angleterre est un pays fabuleux. D'abord, on y arrive en ferry-boat. La gare Saint-Lazare, puis le port de Dieppe, la traversée de la Manche, en Vendée et sur le bateau, l'agitation d'une bande de gamins excités et de moniteurs déjà sur les nerfs. J'y pars en séjour linguistique chaque juillet et pour rien au monde, je ne voudrais les manquer. Cette année, destination Brighton. Toujours une petite appréhension avant de rencontrer la famille qui m'accueillera tout un mois. L'année précédente, à Epsom, le type était un Indien qui n'a jamais enlevé le turban de sa tête. L'après-midi d'un long dimanche pluvieux, laissé à moi-même dans ma chambre, je m'étais régalée après avoir déniché un stock de revues porno bien planqué au fond d'un tiroir du bureau, sans doute rangé là pour que personne ne tombe dessus. Mes premières images de sexe en vrai, ouais, ici, en Angleterre. Et c'était autre chose que les pin-up du Sun, autre chose que les films au carré blanc du dimanche soir, autre chose que tout ce que je pouvais imaginer en lisant Henry Miller. Ouais, vraiment une journée exceptionnelle, ce dimanche pornographique avec la pluie anglaise qui tapait au carreau dans le chaud, très chaud, du cul, papier glacé. Cette année, le type est un Bobby. Il rentre le soir avec son uniforme sur le dos, une bonne tête d'anglais un peu rouquine, trop serrée dans son casque noir et qui rit tout le temps. Sa femme, une brunette frisottée avec des dents de lapin, est aussi très gaie et me confectionne des lunchbox garnis de petits sandwichs pain de mie au concombre, œufs durs et sauce Worcestershire. Je dors au premier étage dans une chambre mitoyenne de la salle de bain. Le soir, depuis mon lit, j'entends l'eau du lavabo et tous les bruits du corps. Après inspection approfondie des tiroirs, je n'y trouve pas l'ombre d'une revue X. Tout est extrême en Angleterre, comme si le volume général était plus fort qu'en France. Ici, tout pète à la gueule, tout a l'air de crier, peut-être pour contrebalancer la monotonie de la brique et du temps maussade. Les insultes également sonnent joigneusement. « You're a bloody bastard, yeah !»
Fuck yeah, son of a bitch. Shut up your face. Tout ça jeté à la figure dans cette espèce d'accent heurté de cailloux des classes moyennes anglaises. Oui, en Angleterre, tout paraît plus direct et plus émotif qu'en France. Mais ça, c'était avant. Avant qu'un LSD sonore me tombe dessus dans un car en route pour Exeter. Je suis assise à l'avant parce qu'à l'arrière, je dégueule, pestant contre moi-même d'être encore cette fille minuscule alors que j'ai déjà 14 ans et qu'il serait grand temps que ce corps se mette au diapason de mes envies. Quand j'entends cette mélodie. Ground control to Major Tom. Commencing countdown engine zone. Check ignition and may God's love be with you. This is ground control to Major Tom. You've really made the grade, and the papers want to know whose shirt you wear. Now it's time to leave your capsule if you dare. For here I'm sitting in a tin can, far above the world. Planet Earth is blue, and there's nothing I can do. C'est Bowie. 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 Rien que ce nom qui ondule. Pourtant, c'est celui d'un couteau de guerre. Est souple comme un twist de golf. Petite balle sèche, lancée sur le gazon pour frapper à la tempe, assommer, créer un choc. Bowie. Ses yeux pères, sa bouche pleine de dents, sa voix terrible. Bowie. Sentir du fond de mon ventre cette musique sexuelle, Space Oddity, longue jouissance sonore, orgasme de flûte, guitare acide, cymbales dorées, musique vaudou qui emporte vers les cimes et fait claquer le cerveau. L'Angleterre. Il y a des erreurs comme ça, de ne pas être né ici, en Angleterre. De ne pas tout comprendre sans réfléchir et d'être encore étonné d'avoir failli me faire renverser parce qu'ici, on roule à gauche et que je regarde du mauvais côté. 3 ans plus tard, je traîne dans les rues de Torquay et fais des rêves en anglais. Adossé contre le mur d'un pub, cheveux roses, je bois des bières et mange des fish and chips dans du papier journal graisseux. Mais surtout, il y a Mike Smith, qui habite Walnut Road et qui écoute Joe Jackson et qui fait une école d'art. Il m'embrasse en me disant, avec son accent anglais, « Très beau, pas dans un musée ». Mike, pur produit anglais, jeune homme maigre, à la peau très blanche et petite tache de son sur les bras, qui lit le Melody Maker et qui ira vivre à Londres. Londres, en septembre. Et moi, comme une conne, je reprends le ferry à la fin du mois pour rentrer en France. Let's Dance passe partout à la radio. Bowie n'est plus mon Bowie, mais celui de tout le monde. On me l'a volé et la première minette venue se pâme devant sa beauté blonde sans rien connaître de lui. Elle n'écoute ni Lodger, ni Lo, ignore tout du coup de poing qu'il a reçu lors d'une bagarre à l'origine de ses yeux verrons et de son demi-frère Terry, schizophrène, interné et suicidé sous un train. Je suis un peu furieuse de cet amour soudain qu'a la terre entière pour Bowie. Dans le ferry, je broie du noir.
L'Angleterre m'est passée sous le nez, coitus interruptus, et je ne reverrai sans doute jamais Mike Smith. Mais l'argent, il faut gagner de l'argent. L'obsession de chacun. Gagner 3 sous pour s'acheter du matos, payer la piole, s'offrir des bières et des cigarettes. Rico est vendeur de bacs et réserves d'eau au rayon bricolage au sous-sol du BHV. Trambert est livreur de vin. Pierre travaille au rayon batterie de chez Paul Becher. Et moi, je bosse dans un magasin de fringues du boulevard Saint-Michel. Vendre des pulls moches à des clientes méprisantes. Ça tient même pas une semaine, cette affaire. J'entre dans une boîte avenue d'Italie pour faire du télémarketing. Le petit chef me surveille les côtes et refuse de valider mes questionnaires sous prétexte que j'ai sauté une phrase dans l'enquête sur la Poste. À côté de moi, chacun est bien rangé dans son box, casque vissé sur la tête, à passer ses coups de fil. Une fille me montre son carnet en énumérant ses heures de travail. Lundi 8, PDP, pas de pause. Mardi 9, PDP, pas de pause. Lundi 11, PDP, pas de pause. Je suis à 2 doigts de la mordre. Déjeuner dans un self chinois au pied d'une tour des Olympiades, à peine le temps de lire une page de mon livre que déjà je dois y retourner. Mais j'y retourne pas. Puis, je vais bosser dans une boîte rue d'Astorg à Saint-Augustin, sans même savoir à quoi elle sert. Je commence à 7h du matin comme opératrice de saisie. Un bon petit travail de bureau bien chiant, avec des collègues qui se racontent les dents de leurs gosses à la machine à café. Il y a un gros type que tout le monde appelle Brigitte. Gourmette au poignet, marqué Brice. Ça m'intrigue ça qu'on l'appelle Brigitte. Parce que Brigitte, me dit-on, c'était une femme il n'y a encore pas si longtemps, qui s'est fait opérer pour devenir un homme. Il a choisi Brice comme nouveau prénom, mais personne ne prend la peine de l'appeler ainsi. Brigitte reste Brigitte, dans les couloirs des bureaux, à la cantine, à la machine à café. Brigitte, Brigitte. Au bout d'un mois, j'ai toujours pas compris à quoi servait cette boîte, mais je m'en fous. Salut Brigitte. Et bonne chance pour la suite. Je travaille maintenant dans un fast-food à Strasbourg-Saint-Denis qui embauche des étudiants. On me met à la caisse, tandis que tous les blacks et paquis sont consignés à la cuisine, au-dessus des grilles infernaux, le nez dans la friteuse. Les filles peu gracieuses sont à la serpillière en salle et débarrassent les plateaux abandonnés sur les tables sales, engoncés dans leur uniforme rayé. Parfois, je finis à 2h du matin, après la fermeture. Il faut encore nettoyer les machines à milkshake. Et c'est le plus dégueulasse. Se les cailler partout sur les tuyaux. L'odeur est écœurante. La blouse en nylon colle au bras et sent mauvais. Les cheveux, mais c'est encore pire. On a l'impression de transporter toute la viande morte et mal cuite sur soi. À la fin du mois, j'aligne péniblement 800 francs. Même pas de quoi payer l'école. Un dimanche, en fin d'après-midi, je rentre, la mine sombre. Marre de puer le cadavre et de me laver les cheveux chaque soir au robinet de l'évier sous la lucarne. Marre d'un salaire de misère. Marre d'un loyer de misère. En montant l'escalier, j'entends la vieille voisine folle hurler des insultes à la terre entière. Toutes les ordures du caniveau roulent dans ses mots et sa voix grasse. Au passage, je donne un coup de poing dans sa porte, manière de l'inciter à la fermer. Le temps que je mette ma clé dans la serrure, sa porte s'ouvre. Je vais lui dire un mot en face à cette vieille pie. À peine sur son seuil, je reçois une bassine de liquide bouillant en pleine figure. Je ne comprends rien. Je suffoque.
J'en ai plein les yeux et la gorge. Ça me brûle, je hoquette, j'arrache ma chemise qui me grille la peau, j'attrape la rampe en criant et tombe dans les escaliers. Les Africains de l'étage au-dessous me font entrer chez eux et me passent la tête sous la douche. Je vomis. Impossible d'ouvrir les yeux. J'ai les jambes qui tremblent comme une génisse, torse nu sous le jet d'eau. Police secours, déboule. Je sors, toute flageolante de l'immeuble, toujours torse nu. Un jeune flic me couvre de sa veste. 4 jours à l'hôpital, avec un pansement sur l'œil pour soigner un ulcère à la cornée. La vieille folle avait la phobie des microbes. Elle m'a jeté de l'eau de javel à peine diluée à la gueule. Après ce séjour à l'hôpital, faut réintégrer la chambre de bonne. La vieille est toujours là, à hurler et à vociférer des horreurs. J'ai peur de sortir et de passer devant sa porte. Je rase les murs du couloir pour aller aux toilettes et je ne retourne plus travailler au fast-food. J'aurais quand même tenu 2 mois dans ma blouse d'esclave. Puis, je suis embauchée au BHV comme caissière. Oh, ce luxe! Assise au chaud, derrière un comptoir, dont les belles décorations, les beaux objets. Rien ne sent mauvais ici. Pas besoin de parler plus que nécessaire. La moitié du cerveau encaisse l'échec, rend la monnaie, tandis que l'autre répète les scènes à apprendre pour le cours Florent. Le job idéal. En attendant mieux, les yeux dans les yeux. Jeudi, le train de nulle part ne va pas loin, mais dans la gare. Jeudi, au quai des grands départs, aimerait bien monter pour voir, partir, rouler jusqu'à la mer, prendre un navire, voir s'éloigner la terre, partir, rouler jusqu'à la mer, ne plus s'en faire. C'est terminé, le BHV. Fini, les jobs pourris, la fac. Les soirs où je n'ai rien à faire, je vais au cinéma, sur l'avenue des Champs-Élysées. Je remonte l'avenue à pas lents, croise des filles en manteau de fourrure avec les paupières bleues, qui tanguent, au bras d'un mec, plus vieux, plus gros. J'achète des cigarettes au drugstore Publicis. Les tables sont pleines de gens qui engloutissent des plats de viande. Je me sens comme une touriste dans ma ville, surtout quand je rentre à cette adresse. 241 rue du Faubourg Saint-Honoré. C'est dingue d'habiter là. Gamine, ça me faisait rêver. C'était une adresse de parfums de luxe et d'américains. Et je suis seule. J'ai plaqué mon mec, mais ça n'a pas marché pour autant avec l'autre. Alors, je rentre au bercail, museau bas et front lourd. Minuit. Le frigo est vide. Une plante verte crève lentement dans un coin. Le nez collé à la vitre, je regarde les voitures qui tournent, les couples montés dans les taxis. Je me couche au milieu de la nuit en écoutant Nico, à plein volume. Impossible de m'endormir avant 2 ou 3 heures du matin sans avoir écrasé ma dernière cigarette en écoutant Chelsea Girl. Chelsea Girl. C'est moi, je me dis. Une passagère sur les Champs-Élysées qui déteste les manteaux de fourrure et les plats de viande. Une passagère qui ne sait pas où se mettre. I've been out walking. I don't do too much talking these
This day I seem to think a lot about the thing that I forgot to do. And all the thing I had a chance to. These days. Comment est-ce possible que ma tante soit morte en chutant de sa baignoire, seule et toute nue dans son corps mouillé de vieille femme, sans que l'on perçoive le moindre avertissement dans l'air, le moindre frisson à distance? Comment est-ce possible que l'on n'ait rien pressenti la veille de son décès? Pas le moindre bruissement d'âme qui nous aurait donné l'idée de lui passer un coup de fil, de prendre de ses nouvelles, de lui envoyer une pensée. Comment ces choses-là arrivent? Et surtout à elle, ma tante, ma tata Jacqueline, qui m'avait emmenée à Pralognan-la-Vanoise, mon premier séjour au ski à l'hôtel du Grand Bec, hôtel chic 3 étoiles, j'avais 6 ans. Et le matin, je buvais mon thé au lit comme un nectar divin. J'ai encore le goût de ce thé sur ma langue et dans les yeux le spectacle des grandes fenêtres qui s'ouvraient sur les montagnes. Ma tante, qui avait 2 chats siamois, Auguste et Baba Blues, toujours à dormir sous les couvertures de son lit en faisant 2 bosses et qui se carapatait sous un meuble dès que j'arrivais. Ma tante, qui habitait avec Hélène, toujours en pantalon. Hélène, à la voix grave et rocailleuse, à force de fumer des gitanes de maïs à la chaîne, les dents jaunes et une peau de papier de verre. Elles habitaient un 2 pièces à Deuil-la-Barre. Quand j'y pense, 2 femmes ensemble habitant ensemble à Deuil-la-Barre. Ma tante, elle aussi, toujours en pantalon, mais jamais en jean. La mise impeccable avec une chemise au large col, bien repassée, et blazer marine. Elle avait trouvé cet appartement à Chennevières des années après la mort d'Hélène, en faisant tourner un pendule de cristal au-dessus d'une carte de la banlieue parisienne. Ma tante, comptable chez Tcherouti, place de la Madeleine, qui m'avait fait entrer dans sa boîte l'été 1986 pour tenir le standard. Tcherouti, bonjour, des centaines de fois par jour. Ma tante, qui chaque matin de cet été-là m'apportait des petits pains au lait de chez Ladurée. Ma tante, qui avait tourné totalement mystique à la fin de sa vie et se rendait chez un radiesthésiste à l'autre bout de Paris, pieds nus dans des sandales en plein hiver pour soigner son corps éthérique. Ça rendait folle ma mère que sa sœur croie en ce charlatan aux honoraires d'escroc. 500 balles pour la laisser repartir comme elle était venue, sans un soin sérieux pour ses jambes malades et gonflées par la phlébite. Mais elle, ma tante, ne voulait rien entendre et se replongeait avec passion dans l'astrologie et la numérologie. Voilà. Il y a 3 jours que ma tante est morte. 3 jours qu'elle gît dans la salle de bain, la tête fracassée sur le carrelage, le sang incrusté dans les joints. 3 jours sans que personne ne pense à elle, sauf des voisins inquiets d'une odeur suspecte. Misérable nièce que je suis. Alors, la misérable va s'occuper de ça maintenant. Ça étant le flot d'emmerdement qui va avec la mort. Et l'estomac qui se serre à l'idée de côtoyer cette mort, à l'idée de laver et de récurer le sang de ma tante sur le carrelage de la salle de bain, de fouiller dans les tiroirs, d'ouvrir les placards, de trier les papiers, les objets, sa collection de figurines de chats, de jeter ses dessous de vieilles dames dans un grand sac poubelle gris, de séparer ce qu'on gardera de ce qu'on vendra,
de dealer avec une bande de bras cassés pour débarrasser tout le bordel en une journée, de nigauds qui me demandent, en brandissant une assiette avec la Vierge dessus, « Madame, je peux prendre l'assiette avec la petite meuf ?» Pour s'apercevoir, mais trop tard, que leur camion de branquignol est à un gabarit trop haut pour passer les barrières de la déchetterie. Et que faire du piano Gaveau de ma grand-mère, conservé par sa fille aînée et accordé par ses soins pendant toutes ces années ? Parce que ma grand-mère m'avait toujours répété « Ce piano, il sera pour toi, Valentine !» Mais je n'avais jamais voulu m'en encombrer avec tous mes déménagements. Et comment choisir les pompes funèbres ? Négocier les tarifs exorbitants des croque-morts ? Trop heureux de vous refourguer un cercueil en chêne massif garni d'un capiton de Saint-Arose, de clous et de poignets en laiton, alors que tout ça finira dans les flammes de la crémation. Et que dire de cette pauvre cérémonie constituée de 5 personnes, recueillies devant les cercueils, écoutant front baissé des extraits de La Mer de Debussy. Puis il y aura la dispersion de ces cendres dans le jardin du souvenir, à l'écart du cimetière, en bordure de National, ce matin de juillet, à Créteil. Étrangeté du moment, lorsque l'employé saupoudre ainsi que du sucre glace les cendres de ma tante, au-dessus de la grille rouillée d'un soupirail, tapissée de millions de cendres anonymes dont les familles ne savent quoi faire. Je pense aux flics qui m'attendent dans son studio pour boucler le dossier. Je vais chez elle pour y trouver son corps sans vie et le contempler peut-être. Je ne parviens même pas à pleurer et je m'en veux de ça aussi. Normalement, je pleure pour un rien et à cet instant, pas la moindre petite larme. Chanter. Chanter. Chanter pour tout et n'importe quoi. Des radios qui organisent des podiums géants pour leur anniversaire. Chanter pour le gala de HEC où des étudiants bourrés m'aspergent de vodka pendant mon passage. Chanter sur une scène mobile à l'arrière d'un petit camion qui traverse la ville de Lille. Chanter au milieu des tas de coquilles de moules sur les trottoirs pendant sa braderie. Chanter tout près des terrils de Liévin. Chanter entre 2 tondeuses à gazon pour une foire expo à Strasbourg. Chanter dans une boîte pourrie d'Aix-les-Bains avant le clou du spectacle. Une hardeuse en string diamant qui s'introduit des petits objets devant une horde en rut. Je participe également au Train des Étoiles pour RTL. Pour Noël, il part du Luxembourg et sillonne la Belgique en s'arrêtant dans tous les bleds perdus. Hop, c'est ton tour, tu chantes, tu te tortilles et hop, tu remontes dans le train. La Croix-Rouge te sert un vin chaud, le 6e de la journée, le train repart, les haut-parleurs crachent un jingle stupide. Tchou, 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 le train des étoiles, il arrive, le train des étoiles. Et tout le monde brinque-balle dans le wagon, tout le monde est ivre dans le froid de décembre, ivre et hilar de cette comédie loufoque, ivre de jeunesse, de boîtes de nuit cradingue, ivre de succès rapide, facile, éphémère, ivre de fatigue dans les chambres de nos hôtels en périphérie de ville, ivre du cash dans les enveloppes, ivre de flatterie et de raillerie, ivre de l'absurdité de cette vie. Ah, si au moins on était Jacques Brel! Mais non, en fait, on n'est rien. Juste des petites marionnettes qui s'agitent en signant des photos qui paraissent dans les magazines. Pas le temps de penser, pas le temps de réfléchir. Le tourbillon avale et dévore.
On ne s'attendait pas à ça. On ne savait pas que ce serait comme ça. Perdreau de l'année, bague à la patte, et tout bec dehors à piailler au milieu d'un bal-trappe. Les concerts, maintenant, c'est dans un grand bus climatisé, sur les podiums Ricard Live Music pour la tournée des plages. Dans un grand bus. Tous dans le même bain. On est dans l'entre-deux. Trop clinquant pour les petits clubs et pas assez costaud pour l'Olympia. Ça peut faire pchit du jour au lendemain et on se retrouvera une main devant, une main derrière. Alors on fonce, on continue. Pas le temps de réfléchir, pas le temps de penser. On comprendra plus tard. Je l'ai trouvée devant ma porte, un soir que je rentrais chez moi. Partout, elle me fait escorte, elle est revenue, elle est là, la renifleuse des amours mortes, elle m'a suivi, pas à pas la garce, que le diable l'emporte, elle est revenue, elle est là. Depuis, elle me fait des nuits blanches, elle s'est pendue à mon cou, elle s'est enroulée à mes hanches et elle se couche à mes genoux. Partout, elle me fait escorte et elle me suit. Pas à pas, elle est assise devant ma porte. Elle est revenue. Elle est là. J'ai accepté d'aller donner 4 concerts en piano-voix à Tahiti pour le petit Noël des militaires français. Je serai accompagnée de mon musicien Laurent Sinclair, ex-membre de Taxi Girl, actuellement en rehab. On décolle un 18 décembre de Villacoublay dans un avion militaire qui se pose 24 heures plus tard à Tahiti. Il fait chaud. Le soir même, Laurent prend un bain de minuit entre les rochers et se plante des aiguilles d'oursin entre les doigts. Il passe de longues heures les coussinets dans l'eau de Javel pour ramollir les chairs et ôter les épines à la pince à épiler. Fatigue, prélude aux fatigues à venir. Déjà, le clavier est égaré dans le fret. Déjà, Laurent est bourré à l'alcool local. Déjà, il a trouvé de quoi se foutre la gueule en l'air. Déjà, on est briefé par l'armée. Attention aux poissons-pierres qui se cachent dans le sable. Attention aux moustiques qui filent la dingue. Attention à l'éléphantiasis. D'ailleurs, les photos des victimes sont éloquentes. Un homme avec des couilles grosses comme des pastèques qui ne peut plus enfiler son pantalon. Triste tropique, comme dirait l'autre. Je donne enfin mes premiers concerts à Tahiti, mais tout est chaotique. Panne de secteur pour le clavier retrouvé la veille et panne de mémoire pour le pianiste. Concert mal foutu dans une chaleur moite qui met en eau au moindre mouvement, mais bon, c'est fait. Et le lendemain, on part dans un avion à hélice pour Ao, petit atoll de l'archipel perdu en plein Pacifique. Ao, c'est un des lieux d'expérimentation nucléaire de l'armée française. Une espèce d'antichambre de Mururoa. Cet atoll fut la prison des faux époux Turange, à la suite du sabotage du navire de Greenpeace, le Rainbow Warrior. Il n'y a sur cet atoll transformé en zone militaire qu'un unique village local et une pute bien utile qui se fait appeler Mamie Blue. C'est à Ao que je passerai Noël puisque les militaires de la base m'ont élu parmi un choix de chanteuses françaises pour agrémenter leur réveillon. Le soir dit, transpirant à grosses gouttes et pas dans l'état normal, Laurent perd les pédales, perd les notes, perd les chansons, perd tout ce qu'il sait, arc-bouté sur son clavier qui délivre une pure cacophonie. Le concert se transforme en débâcle, devant un parterre de militaires et de jeunes appelés médusés. Tout ça au fin fond du Pacifique Sud. Alors, la gifle tombe. Ouais,
une vraie gifle, du plat de la main, que je balance à Laurent, sur scène. Voilà Laurent, voilà le travail, voilà. Celle-là, tu ne l'as pas volée. Tous ces jours de répétition pour ça. Il en est à peine contrit, ou bien s'en fout. Finalement, la leçon est pour moi. 30 décembre, direction Mururoa. 500 légionnaires permanents, le comité d'énergie atomique en guise de comité d'accueil, et seulement 2 femmes militaires sur la base. Voilà qui promet d'être sport. 5 minutes avant le début du concert, Laurent reste introuvable. Puis réapparaît soudainement de nulle part, hargneux et déjeté, la veste de smoking maculée de taches. Laurent est un fantôme dans la nuit qui tombe, rose et orangé, sur le caillou radioactif de Mururoa. Clap de fin sur ces 15 jours riches d'enseignements. Je reviens en France avec, dans mes bagages, un képi de la Légion étrangère qu'un colonel m'a offert. À Paris, je médite sur cet épisode. Un samedi matin, Daniel Darc vient me retrouver dans le square où joue mon fils. Il arrive bamban, une épaule plus basse que l'autre, perdu dans un blouson en cuir trop grand. Il tombe à genoux dans le sable devant moi, pose son pack de bière, enlève son blouson. Il tient absolument à me montrer ses derniers tatouages. Le voilà dans un petit t-shirt aux manches découpées, dans le froid glacial. Il me tend ses bras maigres, recouverts d'encre noire. Les veines saillent. Les vers de sa chanson le décrivent si bien. Daniel ouvre une bière, 2 bières, écluse son pack, se lève, esquisse quelques pas de danse chancelant, puis repart comme il est venu, des limbes, en laissant derrière lui les canettes dans le bac à sable. Daniel, qui depuis tant d'années longe le gouffre. Daniel, cruel tout autant que charmeur. Des rombières sur un banc me regardent d'un sale œil. Je jette les canettes à la poubelle et remonte chez moi. Où suis-je ? Je me pose cette question. Je veux dire, où suis-je dans le paysage ? Jay ne fera plus de disques avec moi. Il a choisi d'aller tout seul, de son côté, de composer pour lui, tout seul. Je me sens abandonnée, amputée, et je ne sais pas où me mettre. J'ai perdu quelque chose et j'ai presque envie de larguer tout ça, mais pourquoi d'autre ? Je ne vois rien, je ne sens rien. Tu ne seras jamais Barbara. Cette phrase de mon père sonne encore à mes oreilles et m'enlève une joie. Oui, la joie est partie. J'ai le sourire qui traîne par terre. Peut-être que je n'ai pas d'éclair. Peut-être que tout ce que j'ai fait de bien, je l'ai fait par amour, dans l'amour et sans y penser. Comment continuer maintenant, sans amour ? Comment faire sans lui, alors qu'on s'est roulé dans sa chantilly ? J'ai perdu le mojo. J'ai perdu la mousse, maintenant que j'habite un appartement bourgeois. J'allume une cigarette en contemplant le square vide et songe à la malédiction familiale, à ma grand-mère qui refuse d'intégrer l'Opéra de Paris parce qu'elle a honte d'elle, à mon père qui désormais prend l'autobus pour aller bosser dans un petit atelier d'imprimerie à Romainville
et mange sa gamelle sur place. Je pense à ma mère qui brique sa maison. Je pense à Jay, seul dans son studio d'enregistrement qui se rêve roi de Santa Monica. Je pense au premier guitariste des Innocents que Lu, mort d'une overdose. Je pense à Bertrand qui vomit ses tripes avant de monter sur scène. Je pense à tous les malades que nous sommes, pris dans les tessons de bouteilles de notre tempérament, pris par les dents de la mer, pris par le vertige. Si seulement on savait, si seulement on était Barbara. Rien n'y fait, menace ou prière, l'un parle bien, l'autre se tait. Mais c'est l'autre que je préfère, il n'a rien dit, mais il me plaît. L'amour, chanter. Simone a su solfier avant de savoir lire. Elle a également l'oreille absolue et possède une tessiture de voix délicate de soprano colorato. Elle a grandi comme ça, Simone, naturellement. Léon épouse Simone après leur mariage. Ils trouvent un logement bon marché à Boulogne-Billancourt. Et la vie conjugale commence. Elle n'aime ni coudre, ni cuisiner. Non, la vie conjugale, c'est pas son truc à Simone. Elle qui ne vit que pour la musique, son piano et chanter. Simone est professeure de chant et de piano au conservatoire de la ville. Léon ne possède que son certificat d'études, mais il a la bosse des maths. Alors Citroën l'embauche dans son usine quai de Javel, un complexe automobile aussi grand qu'une ville, comptant 25 000 ouvriers et ouvrières mélancoliques, arrimés à des chenilles infernales qui les avalent comme des insectes sur leur passage. Il devient avec le temps responsable d'une chaîne, ce qui lui donne cauchemar et hantise. Il geint et crie pendant son sommeil. « Vite, vite! La chaîne s'arrête! La chaîne s'arrête !» Puis, petit à petit, ses nerfs lâchent. La dépression le mange en entier. Et Léon est traité aux électrochocs. Une existence à l'usine, l'immeuble en briques rouges, une femme timide qui chante de l'opéra et 2 filles adressées. Voilà, c'est la vie de Simone et Léon. Simone essaye de m'enseigner le piano, mais n'a aucune patience. Alors elle m'apprend plutôt la chanson de Carmen, opéra qu'elle aime particulièrement. Je la chante à plein poumon dans les toilettes parce que ça résonne. Mémé dit, elle a une voix cette petite. Le dimanche s'achève, s'étirant en longueur. Le roast-beef était trop saignant et m'a donné des hauts le cœur. Puis on reprend le métro dans l'autre sens, en laissant Mémé devant son feuilleton et Pépé qui ronflote dans son fauteuil club. Mémé voudrait que j'intègre la maîtrise de l'ORTF pour apprendre la musique. C'est là, finalement, qu'elle est devenue chef des chœurs dans l'orchestre de la maison, de la maison de la radio. Mais c'est loin de chez nous, tout à fait à l'autre bout de Paris. 2 heures au moins de trajet en métro à faire chaque jour. Alors tant pis, j'y vais pas. Et puis je serai jamais chanteuse comme elle.
Demain, c'est l'école. Et c'est reparti pour la semaine. Les devoirs à faire. Toujours les mêmes vannes débiles des gars de la classe. Toujours la même soupe à avaler. Rien ne change sous le ciel de la rue de Bagnolet. Rien. Et moi, prise dans les mailles de mon soupul orange qui me serre les côtes, me gratte le cou et m'empêche de respirer. Merci. Merci, merci. Ah, merci à la Maison de la Poésie. Merci. Émilie Marche. Gilles Caplan. Ah oui. Et vous? Merci. Merci. Oh, merci, merci, Mia. Je reviens, il y a une lecture, une rencontre. Je reviens. Bonjour, bonjour. Ah ben ça marche. Voilà, c'est moi qui vais chanter maintenant. Alors, donc Gilles Caplan, que vous pouvez encore applaudir avec Émilie Marche. Elle va revenir dans 2-3 minutes. Je pense qu'elle arrive même. Juste pour vous dire, bon voilà, ce livre qui s'appelle donc Le feu aux joues. Et moi, je perds mes papiers. Ah bah voilà. J'allais dire que c'est un livre, évidemment, les gens qui ont entendu les extraits, là, se rendent compte qu'il ne parle pas que de, et même pas tellement de show business. Ah non, pas du tout. C'est pas du tout un livre de souvenirs, disons, du top 50 ou de cette époque-là. Il y a un peu de ça, mais très peu. Et c'est surtout un livre, j'ai envie de commencer par ça, parce qu'en plus, l'anecdote est assez marrante. C'est plus Valentine, finalement, que Gilles Caplan dans ce livre. Bah oui, mais c'est l'intérêt en même temps. Ouais. Et alors, Valentine, j'étais très surpris de savoir d'où ça venait. Ah bon, ça vient d'où? Bah, c'est marqué dans le livre. Ah oui, je croyais que tu allais m'apprendre quelque chose sur moi-même. Non, bah, oui, mais non. J'étais trop non, contente. j'ai appris d'où ça venait et j'étais assez, enfin, c'est assez cocasse, on va dire. Ah oui, parce que ça, je le dis pas, ça, dans la lecture. Oui, donc, voilà, c'est pour ça. Mais oui, parce que mes parents se sont rencontrés au ciné-club du Canard Enchaîné. Et bah voilà, donc ils sont tombés amoureux, ils ont bu du Julianas, et puis je suis née. Et il y avait une journaliste du Canard Enchaîné qui s'appelait Valentine, qui signait ses articles, Valentine de Coin-Coin. Voilà. Voilà, donc ils m'ont appelée Valentine. Donc ce livre, Le feu aux joues, c'est... alors on s'en est pas rendu compte tout à fait, mais un petit peu, il est rythmé par des chansons. Chaque chapitre a un titre de chanson, traduit en français pour la plupart. Qu'est-ce qui a été... que j'ai chanté hein, quand même pas mal là. Oui, certaines d'entre elles. Et qu'est-ce qui, au départ, toi déjà, t'a donné envie d'écrire ce livre de cette façon-là, avec ce chapitrage de chansons, et même plus généralement, qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire ce livre? Alors, c'est très simple, je l'ai écrit parce que on me l'a proposé et Elisabeth Samama, qui est mon éditrice, qui m'a dit un jour, m'a dit ça avant d'être mon éditrice, bien sûr, tu n'as jamais pensé à écrire un livre sur les albums qui ont marqué ta vie. Voilà. Et je me souviens, c'était un dimanche en septembre, je me souviens très très bien, j'ai fait oh, putain, mais quelle bonne idée, quoi. Quelle bonne idée. Mais je ne savais pas du tout où est-ce que ça allait m'emmener en réalité, tu vois. Parce que, en fait, tu découvres les choses une fois que tu les commences. Mais c'est comme n'importe quoi, c'est comme une histoire d'amour. Si tu savais comment ça allait se finir, tu n'irais jamais. Tu vois. Ouais.
Donc si tu savais, en fait, avant le travail, l'angoisse, les nœuds dans la tête, non, t'irais. Alors, ce livre, il manque peut-être une chanson au programme, c'est peut-être Non, je ne regrette rien d'Édith Piaf. Parce qu'en fait, il n'y a pas du tout de regret dans tout, y compris ce truc qu'on pourrait imaginer assez éblouissant, qui est le succès que tu as rencontré à une époque de manière assez phénoménale, qui a duré quand même pas mal de temps, avec des chansons évidemment que tout le monde connaît. Et finalement, la manière dont tu racontes la suite, c'est-à-dire le moment où le succès n'est plus celui qu'on voit, c'est-à-dire celui de la télé, mais passe par d'autres canaux, c'est assez apaisé, j'ai envie de dire. C'est un livre qui n'est pas du tout dans le regret ou dans la nostalgie de ça, au contraire. Je te remercie de l'avoir remarqué, parce qu'on parle toujours de la nostalgie en me disant oh là là, quel livre nostalgique, alors que moi j'ai pas du tout l'impression que c'est un livre nostalgique, vraiment pas. C'est un livre avec beaucoup de mélancolie, certainement, une mélancolie existentielle qu'on a tous finalement, voilà, à des degrés différents, mais qu'on a tous. Non, je suis pas nostalgique. Et puis, c'était quoi la question? Oui, non, c'est ça, c'est ce que tu dis. C'est-à-dire, il n'y a pas de. On peut penser à un moment quand on a rencontré un succès public, c'est-à-dire quelque chose. Là, tu le racontes de manière un peu burlesque parce qu'il y a eu effectivement les trucs foireux, mais il y a aussi, j'imagine, eu des choses incroyables. Il y a des choses, bien sûr, mais là, l'idée, c'est que quand tu écris, en fait, ce qui est amusant, c'est que déjà le temps travestit complètement les souvenirs, donc ça devient presque une fiction, enfin pas une fiction, mais quand même un peu. Par exemple, mon père, quand j'ai écrit le chapitre sur Brassens, là, je dis que mon père, il a volé un bouquin. C'est peut-être pas, il a peut-être pas envie que je dise ça de lui, quoi. Donc je l'ai appelé, je lui ai dit, tu te rappelles quand tu avais volé le livre de Georges Brassens Tu sais, je vais le dire dans mon livre. Et il m'a dit, mais enfin, d'abord, tu me fais passer pour un voleur, et en plus, je n'ai jamais volé ce livre. Donc, soi-disant, il ne l'a pas volé. Mais moi, je suis sûre quand même, parce que je me souviens de lui rentrant de la FNAC avec, comme ça, « Hey, regarde Christiane, regarde !» Oh, Jacques, oh, t'as pas d'argent. Mais je l'ai volé, puisque je te dis que je l'ai volé. Je me souviens de ça. Ouais. Donc, c'est pas possible. En fait, il se ment à lui-même. Ça allait bien aussi avec son esprit un peu libertaire. Totalement. Mais je suis sûre qu'il l'a volé en plus. Parce que c'est quand même un personnage, hein, ton père. On le découvre, évidemment. Ma mère aussi. Ta mère aussi, mais là, ton père, il y a quand même un bon dossier. Et qui, je pense, quand même, a été assez formateur pour toi. Déjà parce que tu vis dans une maison où la culture est quand même très présente, les livres notamment, où tu es exposé effectivement à de la musique, à de la chanson. Il en ressort en tout cas, parce que ça commence, tu as lu ce début de chapitre, du premier chapitre. C'est vrai que quand on commence à lire, on se dit « Oh là là, ça va être Zola, Dickens et toute la tribu larmoyante réunie ». Puis très très vite, en fait, on se rend compte déjà que... Alors, vous vivez dans le 20e arrondissement, apparemment dans un contexte qui n'est pas évidemment dans l'opulence, mais il y a quelque chose qui vous raccroche vraiment à ça, c'est les livres, la culture. Et ça a été quand même, j'imagine, très important pour toi. Et presque formateur de ce que tu as pu faire après. C'est même vital, hein. C'est-à-dire que j'étais fille unique, je suis toujours d'ailleurs. Et quand tu es fille unique avec un papa imprimeur qui rentre fatigué le soir, une mère qui n'aime pas cuisiner, des gens, enfin tu vois, mes parents ils détestaient recevoir, ils n'avaient pas d'amis, donc tu te fais quand même, c'est compliqué quand même. Ouais. Tu vois. Donc heureusement j'aimais lire, heureusement, j'ai lu tout ce que je pouvais, quoi. Sexus, c'était vraiment ça. Hein. Ouais. Et puis plein d'autres trucs. Anaïs Nin, mais il n'y avait pas que des trucs de cul. Bon, c'est sûr que quand à 12 ans, on est un peu saisi, quoi. Mais j'adorais Zola, j'adorais Martin Dugard, j'adorais Christiane de Rochefort.
Je me souviens, je lisais Les petits enfants du un peu siècle. plus oubliée, non? Carrément oublié, tu vois. Simone de Beauvoir, Sartre. Je me souviens que mes parents, ils me filaient du Sartre à lire, hein, tu vois. Mais j'aimais bien, en plus. Il y a quelque chose, d'ailleurs, dans le livre qui est assez parlant de ce qu'a pu être ton éducation et à la fois aussi tes intérêts personnels. C'est que dans ta chambre, il y a à la fois des posters de mai 68 et des photos de Marilyn Monroe. Donc c'est le choc des cultures. C'est tout à fait ça. J'avais ma Marilyn et en même temps j'avais Sous les pavés la plage, La beauté est dans la rue. J'adorais. J'adorais il y avait un truc déjà. Il fallait que la beauté craque. Tu vois ce que je veux dire? Il fallait que ça explose, quoi. Et alors, il y a un truc qui est marrant. Il y a une vocation précoce qui est assez singulière, c'est que tu habites près du Père-Lachaise et t'imagines faire gardienne de cimetière, en fait, comme métier. Ça, c'est le cimetière, c'est vraiment la balade du dimanche. On va avec mes grands-parents et j'ai un petit chiffon et je trouve ça trop triste, toutes ces tombes sales, quoi, que personne ne nettoie. Donc, je les nettoie et j'adore le cimetière du Père-Lachaise. D'ailleurs, j'habite toujours pas loin du cimetière du Père-Lachaise. Et ce qui est marrant, c'est que Émilie et moi, on habite chacune à un côté du Père-Lachaise. Ce qui fait que quand on se voit pour travailler, on traverse l'une et l'autre le Père-Lachaise. Et j'adore, quoi. C'est un endroit merveilleux, le Père-Lachaise. Il y a dans ce livre une cartographie du 20e arrondissement. C'est vraiment ton quartier, ça l'a toujours été. Et c'est marrant parce que tu as lu l'extrait où à un moment tu habites dans les quartiers riches et en fait, c'était pas vraiment toi. Tu es revenu toujours. Surtout les Champs-Élysées, si tu veux. C'est boring. Mais ce 20e arrondissement, il se passe à un moment, on saute un peu les étapes, mais il se passe un truc assez incroyable, c'est qu'il y a un studio, le studio Garage. Incroyable. Et c'est là où un jour, totalement par hasard, faut bien le dire. Tu deviens chanteuse, quoi. Mais c'est dingue. C'est dingue. Moi, je l'ai raconté plein de fois, mais dans le bouquin, ce qu'il y a de bien, c'est que dans un bouquin, tu peux vraiment raconter les choses. Tu peux les écrire. Et quand tu les écris, c'est pas du tout la même chose que les dire. Même si il y a la volonté d'écrire très oralement, quoi. Ça, c'est... Bon, bref. Et donc, le studio Garage, où les Innocents vont enregistrer leur premier single, Jody. À un moment donné, je chante un petit peu parce que c'était vraiment l'époque, quoi, du BHV, de tout ça. Au moment où je les rencontre, ils enregistrent leur premier single rue de la Bidassoa, quoi. Mais c'est, sans déconner, c'est à 900 mètres d'où j'habitais, quoi. Et pour moi, le 20e, c'était tout pourri, quoi. C'était vraiment la lie, tout moche, affreux. Quand ma mère m'emmenait au cinéma, qu'on allait au quartier latin, je prenais le bus. Il y avait Notre-Dame, le boulevard Saint-Germain. C'était waouh. Quand tu revenais dans le 20e, c'était pas pareil. Après, tu reprends ton 76, tu vois, tu remontes, tu reprends ta rue de Charonne, rue de Bagnolet, tu fais. Tu vois, tout devient moche, en fait, quoi. Et là, au milieu de ce décor un peu sinistre, il y a une sorte d'oasis qui va apparaître. Oui, mais ça, c'est plus tard. Je ne connais pas du tout. Donc, Studio Garage, en fait, les Innocents sont en train d'enregistrer avec Jay Alansky, c'est ça? Et puis, toi, tu es la copine de Rico. Donc, moi, je suis folle amoureuse de Rico, le bassiste, voilà. Et puis, à un moment, toi, tu veux être comédienne à la base. Moi, je fais le cours Florent. Je veux être comédienne, je veux être actrice, pour pas faire comme tout le monde. Et puis à un moment, comme mes potes qui font de la musique et ma grand-mère qui était chanteuse, quoi, vous voyez. Et à un moment, il te propose de chanter. Et comme ça, enfin, c'est vraiment, tu dois être dans le canapé quelque part et il te dit pourquoi pas chanter. Non, ça c'est amusant, c'est ton imaginaire qui dit le canapé. Parce que j'ai passé pas mal de temps sur le canapé. Pourquoi le canapé? Pourquoi tu me vois sur un canapé? Je vois en écoutant les sessions. Ça dit des choses de toi, Christophe. Mais non, parce que généralement, dans les studios d'enregistrement, quand on n'enregistre pas soi-même, on est dans un canapé. C'est vrai, mais là, il me propose ça au moment où on s'en va, tu vois. C'est je te taquine, hein, c'est pas méchant. Hein. Les Innocents ont fini d'enregistrer, 3 jours, je crois. Moi, je bosse chez Tirouti, je fais mes Tirouti bonjour toute la journée, là, j'en peux plus. Je cours les retrouver. Et
Donc évidemment, c'est le mois d'août, de quoi je parle, oui, je suis au cours Florent, gna gna gna. Et puis j'ai une passion pour Georges Bataille à ce moment-là, donc je lis beaucoup Georges Bataille. Donc j'ai toujours Histoire de l'œil ou Madame Edwarda dans ma poche, enfin tu vois, j'exhibe évidemment avec frime, mais bonheur et sincérité aussi, parce que j'aime vraiment le bleu du ciel, tu vois. Bon. Et je pose plein de questions à ce fameux Jay Lansky qui enregistre Les Innocents. Voilà. Mais pourquoi vous mettez, c'est quoi de la réverb? Et pourquoi vous mettez du delay? Et pourquoi mettre une batterie en plus d'une boîte à rythme? Et pourquoi ci et pourquoi ça? Et puis ça l'amuse, tu vois, cette gamine, voilà, vive, quoi, marrante, qui parle de Georges Bataille et qui fait le cours Florent et puis qui a envie de tout connaître. Hein. Je crois que c'est ça, tu vois, parce que qui lui a plu. C'est le tempérament. En fait, c'est pas du tout ma voix, puisqu'il m'avait jamais entendu chanter, il pouvait pas savoir. Et ça, bon, évidemment, ça donnera les chansons. La révélation. La révélation. Avec cet album, donc à peine 21, qui, comme pour Adèle, dit ton âge. Voilà. De l'époque. Exactement. Voilà, c'est ça. Alors, il y a beaucoup de choses dans ce livre. Il y a à la fois une assez belle photographie du Paris punk, un peu de la loose quand même, du gibus, mais qui est très touchante. C'était vraiment, ça, hein, quand même. Oui, non, mais parfois elle est un peu mythifiée aujourd'hui. Donc là, on est plus près de la vérité, on va dire. Voilà. Et puis, il y a des chocs. Les loges sentaient les pieds et la bière, quand même. Il faut le dire. C'était pas glamour, quoi. Ouais. Pas que les loges, hein, les musiciens et la musique, parfois aussi. Alors, il y a un choc pour toi. Il y en a deux. Enfin, il y en a beaucoup, mais il y en a deux qui sont importants. Il y en a un qui fait l'objet d'un chapitre, qui sont les Beach Boys, où tu dis, c'est assez beau ce que tu dis sur les Beach Boys. Tu dis, avec eux, la vie s'élargit, elle pousse les murs. Et en fait, ça dit beaucoup de ce que tu avais envie de faire à l'époque, toujours un peu engoncé à la fois dans ton corps, comme tu le dis, et puis, j'imagine, dans la vie familiale, etc. Et donc, les Beach Boys, d'un coup, la révélation, c'est ça, Good Vibrations. Énorme, quoi. Ouais. Énorme. Je crois que j'entends ça à la radio. Je connais pas les Beach Boys, hein, moi. Je connais rien. Hein. Je sors de Sylvie Vartan, quand même, hein, et de Podium, hein, tu vois. Donc, voilà, je suis en 6e. J'ai une prof qui me fait écouter les Pink Floyd, que j'adore. Et puis, je dois avoir 2,45 tours des Beatles, mais genre She Loves You, ou, tu vois, enfin, pas les trucs sublimes qu'ils ont fait après, quoi. Et donc, voilà. Et Good Vibration passe à la radio. Et je sais pas, j'adore cette chanson. Elle m'obsède. Elle commence à me et en même temps à m'angoisser à cause de la scie musicale. Je faisais un truc. Et d'ailleurs, c'était un térémine. Mais c'est tout ça. Lisez mon livre parce que je l'explique, tout ça, évidemment. C'est un livre sur la musique, pour la musique, grâce à la musique. Des choses plus personnelles avec les Beach Boys, évidemment. Voilà. Vous découvrirez dans le livre. Puis il y a un autre personnage marquant, pour le coup, avec un nom amusant, qui s'appelle Christine Balthazar. Oui, alors. Une personne à qui tu allais dire quand même « je t'aime ». Ouais. Je vous aime, je ne sais pas. Je vous aime. Jamais j'aurais dit je t'aime. Qui est Christine Balthazar? C'était ma professeure de français de première, qui était une femme dont j'étais authentiquement tombée amoureuse, quoi. C'est-à-dire que je pensais Balthazar, je rêvais Balthazar. C'était une femme, c'était une toute petite femme antillaise, mais vraiment là, très très noire, quoi, avec des petites taches de rousseur, toujours une jupe en tweed. Elle était belle. Elle était absurdement belle. Enfin, je la voyais comme telle en tout cas. Et elle nous lisait Phèdre, mais c'était fou, quoi. Elle m'a sauvée, en fait, cette femme. Elle m'a sauvée. C'est ce que tu dis, d'une certaine manière, c'est vraiment ça. Quoi. Sinon, j'étais cancre à tout jamais. Ouais. Parce que malgré l'attirance que tu avais pour la littérature, tu voyais pas très bien quoi en faire, j'imagine. Non, parce que on me disait pas, t'aimes lire, tu vas faire des études de lettres, puis comme ça, tu deviendras prof. Moi, je voulais pas être prof, quoi. Je me disais, je vais pas passer ma vie dans un collège ou un lycée à m'échiner avec des gamins qui s'en foutent complètement, quoi. Moi, je voulais déjà, je voulais l'Arizona, quoi, les cow-boys et les Indiens, tu vois.
Donc ça me convenait pas. Et oui, donc elle m'a, quand je lui disais, je suis désolée, je peux pas aller à votre cours parce que j'ai club théâtre. Bah, c'était la seule qui me disait, mais bien sûr, vas-y. C'est pas grave, vas-y. Alors que tous les autres profs, c'était, oui, quand même, la science économique, c'est beaucoup plus important. Ouais. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ça, c'était quand même, ça a été important. Ça a été, elle a été peut-être aussi finalement influente que les chansons dont tu parles dans le. Bah, elle était aussi. Livre. D'ailleurs, c'est pour ça que je fais un chapitre avec Siouxsie and the Banshees. Ouais. Parce que Siouxsie, qui était mon héroïne gothique à l'âme noire, Balthazar était mon héroïne pas gothique à la peau noire. C'était deux femmes avec beaucoup de noirceur, de profondeur, de beauté fatale, quoi. Et elles sont dans le même chapitre pour ça, quoi. Il y a beaucoup ça au début, on l'a entendu un peu dans les extraits que tu as lus. Il y a ce côté qu'on peut dire vraiment littéralement mal dans sa peau, mais vraiment dans le sens presque plus physique finalement que oui, plus physique, voilà, oui, beaucoup plus physique que mental. Et puis, à un moment, on a le sentiment que ces personnes-là, justement, Siouxsie, te révèlent quelque chose de toi que tu n'imaginais pas, et que ça t'a vraiment, quelque part, fait sortir de ta chrysalide. Et d'une certaine manière, est-ce que Gilles Caplan, qui a un nom un peu hollywoodien, c'était ça un peu l'idée? C'était la transformation, elle était un peu là-dedans? Ou c'était parce que Valentine, ça te semblait trop alors là, je vais te raconter, tu vas tomber des nues. Hein. C'est pas du tout ce que tu penses. Hein. Ah bon? Figure-toi que moi, j'aurais bien gardé Valentine, même si j'aimais bien changer de nom. Donc à l'époque, j'avais lu un bouquin de Julien Green qui s'appelait Moira. Donc je me dis, je m'appellerais bien Moira. Je trouvais ça trop bien, trop vénéneux comme ça et tout. Puis en fait, toujours quand tu te laves les dents dans ta salle de bain, tu fais Moira, mais enfin ça va pas du tout. Une espèce de révélation. Non, mais en fait, donc, même moi, même label, même producteur, puisque c'était Jay, il avait produit un type qui s'appelait Valentin, même label. Un mois avant la sortie de mon album, et lui c'était juste un 45 tours en plus. Hein. Il prend, plus entendu parler en plus. Voilà, et c'était même pas son prénom, il s'appelait Florent, je crois. Il s'appelait Gilles peut-être? Non, pas du tout. Non, il avait un prénom Florent Julien. Vous voyez, tu vois, pas un vilain prénom, un prénom français quoi. Ouais. Et il prend le nom, il prend le pseudo Valentin. Et là. Il y a CBS me dit non mais Valentine, c'est pas possible. À moins de faire un duo. On peut pas. Tu vois, faut que tu changes de nom. Puis sa pochette est déjà imprimée. Alors là, retour à la case départ, quoi. Donc pas Moira, pas je sais pas quoi. Et puis je trouve rien, quoi. Je trouve rien et c'est très dur de se trouver un nom, tu vois. C'est comme si je te disais. Nouvelle vie, tu as tué quelqu'un, quel nom tu prends, tu vois. C'est pas simple. Voilà. Non, mais c'est où tu vas jouer avec toi, Quentin Tarantino. Non, mais après tout, pourquoi pas? Tu sais, tout est possible dans la vie. Possible. Hein. Tout est possible. Hein. J'y crois. Depuis que j'ai lu ton livre, j'y crois. Ça aura servi à ça au moins. Et donc voilà, et je demande à Jay, je lui dis non mais je trouverai jamais, trouve-moi un nom, après tout, c'est toi qui m'as découverte, tu as fait mon premier album, trouve-moi un nom quoi, parce que moi je peux pas. Et je lui dis juste, je veux que ce soit un nom court et masculin-féminin. Alors ça laisse quand même un truc un peu mission impossible quoi. Et un matin, il arrive avec une revue, je sais pas si tu te rappelles, dans les années 86-7, il y avait une revue très belle qui s'appelait Jill, avec 2 L, magnifique, avec que des belles photos, avec vraiment photos de... Merde, photos un peu anamorphosées, très belle revue, un peu... Il me dit, voilà, j'ai pensé que Gilles, c'était bien. Et ça m'a plu tout de suite, quoi. Ouais. Donc voilà. Et puis, mais Gilles, bon... Ça suffisait pas. C'est un peu court. C'est un peu court, comme tu dis. Et puis, pareil, un soir, je regardais
Il y avait un Hitchcock qui passait à la télé. Je me doutais que c'était ça. C'est vrai en plus. C'était Mort aux trousses. La mort aux trousses. Et puis Cary Grant, l'espion qui n'existe pas. Et moi, je me dis, c'est cool, une chanteuse qui n'existe pas, Kaplan. Et après, donc Gilles Kaplan, ça sonnait bien. Je ne trouvais pas que ça sonnait tellement Hollywood, mais bon, pourquoi pas. Et je vais voir JP Desino. Je dis, JP, je suis trop contente, j'ai trouvé mon nom. Il me dit, bon, comment? Gilles Kaplan. Ben tu peux pas t'appeler Kaplan. Ah bon, et pourquoi? Mais parce que c'est juif et que t'es pas juive. Alors je lui dis non, mais oui, le grand rabbin s'appelle Kaplan, tu ne peux pas t'appeler Kaplan. Et là je me suis dit raison de plus, tiens. Tu vois, voilà. Oui, c'est vrai que j'avais pas percuté ça. Oui, mais c'est ultra. Je savais pas que JP était aussi rigoriste sur les. Mais moi non plus. Mais attends, mais je revenais pas. Mais et tu sais, voilà, c'est bon. Bon, en tout cas, jetons un voile public. Donc il y a beaucoup de choses, on l'a dit dans ce livre, qui est assez, à la fois assez court et assez riche, parce que du coup, on s'en est eu pas beaucoup, enfin même pas du tout. En lisant, il y a énormément il y a beaucoup de chapitres de la vie culturelle française, mais vue avec un regard, comme je disais, notamment sur toute cette scène, même des années 80. Enfin, il y a une part de, comme si par moment, alors il y a ce dernier chapitre où tu parles de toi à la troisième personne, ou en tout cas je me tutoie. Tu te tutoies. J'ai l'impression que c'est une montée en scène de théâtre, je pense. Non, de concert. De concert. Et j'ai l'impression que le livre, c'est un peu ça aussi, d'une certaine manière. C'est d'être à la fois très perso, parfois assez intime. On apprend beaucoup de choses, y compris sur ta vie privée, mais parce qu'elles éclairent beaucoup aussi ton parcours. Alors, ma vie privée, oui, mais factuelle, j'ai envie de te dire. C'est-à-dire que j'ai jamais... Vous m'entendez? Pardon. Je voulais pas du tout faire du voici, tu vois, voilà. Je voulais pas envoyer ma petite culotte au nez des gens, quoi. C'était vraiment pas ça le truc. L'idée, c'était de raconter une forme de quelque chose de très intime, bien sûr, mais de très intime, de corde vibratoire, si tu veux. Donc, quand tu parles de Eric, le père de Boris, tout ça, c'est très factuel. Voilà, il y a un labo photo, j'adore le labo photo. On va raconter ce que c'est que la photo, les Inrecuptibles à l'époque, puisqu'il travaillait aux Inrecuptibles. Toute cette joie qu'il y avait aussi à faire les choses, les mains dedans, tu vois. C'est là où je disais que ça raconte beaucoup de choses de pas mal d'époques. Il y a c'est après les 30 Glorieuses, donc il y a quelque chose d'assez noir aussi, d'assez dur, notamment dans tout ce que tu écris sur la scène punk. Enfin, on l'a vu avec l'histoire de Laurent Sinclair, de Daniel Darc. Enfin, c'est des personnages quand même assez tragiques par moments. Et puis, il y a cette histoire aussi des années 80 avec l'histoire des Inrocks qu'on parcourt assez rapidement, mais avec des mots qui sont assez précis aussi sur ce que ça a représenté pour toi, parce que quelque part, il y a dû y avoir un moment, un hiatus pour toi d'être une chanteuse considérée comme une chanteuse de variété, alors que tu venais pas du tout de là et c'était pas là où tu voulais aller. Moi, ça a été un cauchemar, hein, je te le dis. Je me disais, mais c'est pas possible. Et en même temps, j'arrivais pas à me dire. J'adore ce que j'ai fait. Enfin, tu vois, j'ai adoré travailler avec Jay, les chansons qu'il a écrites. Pour moi, la façon dont il m'a aidé à comprendre aussi comment écrire des chansons moi-même. Ouais. Tu vois, ça a été un vrai quelqu'un qui m'a beaucoup. Puis j'étais jeune, quoi. J'avais 20 ans. C'est dur d'écrire une chanson aboutie quand on a 20 ans, tu vois. Puis j'étais seule. Je faisais pas de groupe de rock. Quand tu fais un groupe, tu es beaucoup plus fort. Ouais. Mais quand tu es seule comme ça et que tu veux faire quelque chose de ta vie et que tu as l'impression d'être vraiment un vêtement, un t-shirt posé sur le dossier d'une chaise, quoi. Tu n'as pas de forme. Tu ne sais rien. Tu ne sais rien. Tu vois, tu as eu ton bac au rattrapage. Tu sais rien de toi, de la vie, de comment faire les choses, de la musique, de si tu sais chanter, si tu sais faire ci, faire ça. Tu navigues à vue, quoi. Donc, pour moi, c'est des moments qui sont importants. Et le truc, c'est que quand tu as du succès, après, tu es fixé.
à tout jamais. Voilà. Bim, bam, voilà. Ça, c'est le revers. Ça, c'est horrible. C'est comme si... Et en même temps, j'assume, tu vois. C'est-à-dire que Tout ce qui nous sépare, c'est une chanson que j'aime beaucoup, énormément même, et que j'ai toujours beaucoup de plaisir à chanter. Mais c'est comme si je prenais une photo de toi à 22 ans, tu vois, avec toutes tes errances, tes faiblesses, tes envies aussi. Enfin, tout ce qui fait que tu es devenu Christophe Comte tel qu'en toi-même aujourd'hui. Si je prenais cette photo et tout le monde te disait « Ah, mais c'était vachement bien le Christophe Comte d'il y a 22 ans ouais. ». Tu vois ? Mais ça, tu l'as rencontré. Tu vois, après, tu dirais ça, quoi, toi ? Tu dirais « Non, mais putain, foutez-moi la paix, quoi ». Mais est-ce que ça, c'est quelque chose, quelque part, que tu as rencontré souvent après je veux dire, est-ce que quand on a écrit, enfin, quand on a chanté des chansons aussi marquantes pour une génération, on va dire, est-ce que à chaque fois on te ramène toujours à ça, ou est-ce que finalement, au bout d'un moment, on te lâche un peu la grappe entre moi guillemets. Maintenant, parce que j'ai la chance d'avoir fidélisé des gens au fil des années avec d'autres albums, d'autres choses, un peu de théâtre, le bouquin, d'autres trucs, quoi. Voilà, j'ai eu la... Voilà, c'est d'ailleurs merci. Hein. Je vais vous dire oui. Vraiment merci parce que tu as fait quand même 8 albums, hein, parce qu'on te ramène toujours 9 albums. On te ramène toujours à 3-4 tubes énormes. Oui, mais c'est normal. C'est la télé, c'est le tube cathodique, audiovisuel. Voilà, c'est comme ça. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Tu as fait du théâtre aussi. Oui. Juste la fin du monde. Oui. Le metteur en scène, il est là. Jean-Luc Lagarde. Donc ça a été, j'imagine, aussi une manière de sortir de ça, de cette litanie, pour prouver autre chose, j'imagine. Mais en fait, il n'y a pas de litanie. C'est-à-dire que c'est là où tu te trompes, c'est qu'il n'y a pas de litanie. En réalité, les gens s'en foutent. Les gens, ils n'en ont rien à foutre. C'est quand les gens te... mais je le vois là, j'ai fait un salon du livre la semaine dernière, mais c'est dingue. Les gens viennent te voir sous le nez, ils ne savent pas ce que tu as fait. Tu dis « Ah, mais on ne vous voit plus beaucoup à la télé. » Oui, mais donc... Comment te dire ? C'est absurde. C'est absurde tout ça. On est dans une espèce de tunnel temporel absurde, quoi. Voilà. Donc, qu'est-ce que tu veux dire ? Tu dis non. Voilà. Et puis, faut être philosophe, quoi. À un moment donné, c'est pas grave. Tu vois, donc c'est pas une litanie, c'est des petits tocs comme ça qu'ont les gens avec la médiatisation, la célébrité. C'est pas grave. Moi, ça m'a pas plu d'être trop célèbre, tu vois. D'être un peu, c'est bien, c'est chouette. On est bien placé au restaurant, on a des G7 sans payer, tu vois, c'est chouette. Mais pour moi, ça s'arrête là. Ouais. Tu vois, c'est le reste, j'aime pas. Est-ce que cette phrase de ton père assez cruelle, hein, tu ne seras jamais Barbara, parce que là, on ne sait pas trop quand tu en parles dans le livre si c'est un coup de poignard ou si c'est finalement une bonne chose, quoi. C'est-à-dire c'est une manière aussi de se ramener à dire tu ne seras jamais Barbara. C'est ni l'un ni l'autre en réalité. C'est vrai, je ne serai jamais Barbara. Et en même temps, ça t'oblige à lutter et à dire d'accord, je serai jamais Barbara, mais je t'emmerde, quoi, parce que je serai autre chose et je serai moi. Tu vois, et c'est ça aussi qui donne, c'est-à-dire que moi, le truc de mon père m'a dit que je serai jamais Barbara, ça m'a fait souffrir. Non. Ouais. Non. Voilà, en même temps, c'était je veux pas être une c'était pas forcément ton ambition d'être Barbara. Non, mais dans la sienne, oui. Dans la sienne, c'était j'aime tellement Barbara que j'adorais que ma fille soit tu vois, comme Barbara. Parce que Barbara, c'était quand même la figure féminine de chanteuse à la maison, quoi. Il n'y en avait pas d'autres. Hein. Ouais. Il n'y en avait pas d'autres. Il y avait donc Ferré, blablabla, Brassens, mon Dieu, ça, on l'a vu, et oui. Un peu Brel, mais pas trop Brel quand même, moins. Et Jean Ferrat un peu, non ? Jean Ferrat, mais Jean Ferrat aussi, moins. C'est moi qui ai été débusqué ça, tu vois. Et puis Barbara, voilà, la femme Barbara. Voilà, j'ai encore la pochette avec Bois de Saint-Amand, là avec une rose dessinée. Tous les titres sur la pochette, c'était. Ma mère écoutait ça et mon père disait Barbara.
voilà, c'était Barbara, quoi, tu vois. Donc t'es petit, t'es toute petite devant Barbara, tu rampes devant Barbara, tu vois, tu es un ver de terre devant Brassens, Mais à un moment donné, moi, je pense qu'il faut les emmerder, quoi. Tu vois, parce que sinon, tu fais rien. Tu vois, si moi, mon dieu en littérature, c'est Céline. Et Zola, bon, si tu veux écrire comme Céline ou Zola, c'est pas la peine. Tu prends pas ton stylo, t'écris rien, tu fais rien. Si tu veux être Maria Callas ou Barbara, bah c'est pas compliqué, tu ne chantes pas. Si tu veux composer comme Ravel ou Stravinsky ou même comme je sais pas Robert Smith, mais bon, laisse tomber. Laisse tomber, quoi. Donc si tu te confrontes et si tu te laisses, comment dire, comme si tu avais une toise sur la tête, tu sais, qui te... Je voulais pas que tu grandisses, quoi. Bah, tu feras rien, en fait. Tu feras rien, donc en fait, on les adore, mais on les emmerde. Et c'est avec beaucoup d'amour que je dis ça, parce que je les aime énormément, mais quand même, je les emmerde, quoi. Tu parlais justement du poids que peuvent avoir certains maîtres ou maîtresses quand on les... Là, tu as écrit un livre. C'est un livre, donc, même si c'est un livre, un récit, pas un roman. Est-ce que tu t'es posé la question de savoir comment écrire, comment aborder ça? Parce que là, on l'a vu, la manière dont tu le joues, tout le monde a envie de dire il faut faire un audiobook, parce que c'est assez génial quand même, la manière dont tu le joues. Mais écrire, c'est pas évident de trouver un ton à soi. C'est peut-être ça qui était le plus facile pour moi. Ah oui. De trouver le rythme, de trouver le langage, le rythme. Après, ce qui était beaucoup plus difficile pour moi, c'était de savoir qu'est-ce que j'allais dire, comment, quelle longueur, est-ce que ça allait pas emmerder le monde, et puis comment, et puis parfois comment l'angle. Tu sais, tu veux dire ça, mais tu sais pas comment faire. Tu n'y arrives pas, tu trouves pas le. C'est comme si tu avais une porte. Enfin. Tu trouves pas la porte pour y arriver, quoi. Le texte sur le garçon punk, par exemple, hein, pour ceux qui ont lu le livre, c'est mon premier amoureux qui écoutait les Cure, machin, blablabla. J'ai mis, mais je ne sais combien de temps à l'écrire. Je n'y arrivais pas. C'était compliqué. D'abord parce que je disais, c'était le texte où c'est la première fois de ma vie que je vais faire l'amour. Et autant c'est facile de le dire là, mais à l'écrire et à dire ce qu'on ressent à ce moment-là, c'est dingue. C'est incroyablement difficile à écrire. Je mettais des fois plusieurs heures devant mon écran d'ordinateur. Je tremblais. Je n'y arrivais pas. Plusieurs heures pour quoi? Pour un chapitre? Pour 5 phrases. Ah oui. Ah oui, non, attends. Ah oui, donc ça a été un long chemin, des fois, oui, puis des fois, non. Ma tante, hyper vite. Parce que t'es dans une course, alors que le garçon punk, t'es dans autre chose. T'es dans une promenade à travers la ville, à travers le pays. Enfin, c'est différent. Quand tu l'écrivais, j'imagine, avant tout pour toi, mais est-ce que tu pensais aussi aux gens qui ont envie d'être artistes ou autre chose? Mais c'est un peu un livre aussi d'apprentissage. Enfin, c'est ton parcours, mais enfin, il peut être, peut servir de boussole pour d'autres gens. Est-ce que tu avais ça en tête, l'idée de te dire il y a peut-être des gens qui vont lire et peut-être des jeunes filles Non. Non, pas du tout. Il n'y avait pas cette envie peut-être d'apporter un témoignage aussi pas du tout. Sur un métier qui est parfois aussi... Mais pas du tout. Ah oui. Ce qui m'intéressait, c'était de montrer une époque, de montrer les personnages du passé, des gens qui deviennent presque des personnages de romans. Même toi, petite, tu deviens un petit personnage comme ça que tu fais bouger tes parents... ma mère comme ça, mon père comme ça. Tu romances, tu fais du roman en fait à un moment donné. Et en même temps, il faut être absolument précis et exact. Oui, c'est ça, parce qu'il y a beaucoup de précision, y compris sur des choses qu'on peut considérer comme anecdotiques, mais j'adore. Mais
avec enfin justement ce rythme que tu as réussi à trouver, qui passe parfois de choses qui sont déterminantes dans ta vie, que ce soit dans ta vie privée ou dans ta vie professionnelle, où on sent qu'il y a des moments où il s'est passé quelque chose. Et puis il y a d'autres fois où il s'est passé un truc totalement anodin, mais les deux cohabitent de manière permanente. Absolument, mais c'est exactement comme dans la vie. C'est-à-dire que tu côtoies l'anodin et le grand, tout le temps. C'est comme ça. Comme quand, je sais pas moi, l'anecdote je repeins les radiateurs du voisin, là, il me donne jamais mon fric. Ouais. Il me paye pas, il me promet 500 francs et il me les donne, et je repeins ces radiateurs et il me donne jamais mes 500 francs. Mais c'est anecdotique, hein. Mais pour moi, j'ai encore la brûlure de ça, quoi. J'ai encore le truc de l'humiliation, quoi. Et en plus, je n'ose pas lui demander, tu vois. C'est ça le pire. C'est je n'ose pas lui dire, dis donc, tu me les files, mes 500 balles, parce que quand même, je me suis fait chier à te les repeindre tes radiateurs, quoi. Bah non, je lui demande pas, parce que j'ai honte. J'ai honte. Et cette honte-là, c'est ça dont je parle. C'est comme une espèce de honte de famille, quoi. Ma grand-mère qui veut pas... On lui propose d'être chef des chœurs à l'Opéra de Paris, hein, en 1900, je ne sais plus combien, il y a longtemps. Eh ben, elle refuse. Mais vous savez pourquoi ? Parce qu'elle a des grands pieds et qu'elle pense elle a honte. Mais comment quelle est cette absurdité, quoi ? D'avoir honte il y a autre chose derrière, quoi. Il y a forcément autre chose, c'est pas les grands pieds. Mais quoi ? C'est-à-dire une espèce de honte suprême d'être soi. Et j'ai l'impression que... Et j'ai ça du côté de ma mère, mais j'ai ça du côté de mon père, en plus, tu vois. Les deux, quoi. Ouais. Et là, tu te dis... attends, mais Ce que j'allais dire par rapport à ta grand-mère, par rapport à ta mère, est-ce que c'est l'aspect féministe un peu, disons, diffus de ce livre ? C'est un peu ça aussi, c'est de se dire que toi... ta génération, il n'est pas question de renoncer à des choses comme ça. C'est-à-dire qu'on sent qu'il y a beaucoup de renoncements dans les générations précédentes de femmes. Ouais, en même temps, ma grand-mère, elle a quand même chanté à la Scala de Milan. Elle est devenue chef des chœurs à la maîtrise de l'ORTF, tu vois. Voilà, elle avait renoncé, mais elle a quand même fait quelque chose. C'est juste, je crois que c'est juste l'opéra qui l'essoufflait. Elle se disait, je ne peux pas, c'est trop beau pour moi. Je ne suis pas digne de l'opéra. Mais elle a quand même été chanteuse, tu vois, voilà. Mais voilà, il y a un truc trop haut, trop beau, on n'en est pas digne, c'est pas pour nous, tu vois. Mais toi, donc, quand même, à un moment, tu t'es dit, c'est pour moi. T'as pas reculé devant j'imagine, l'obstacle, l'infranchissable. Non. Moi, c'est autre chose que j'avais en tête. C'était pas tout ça. C'était, je voulais pas d'une vie ordinaire. Moi, j'aurais fait n'importe quoi pour sortir de l'ordinaire. Sortir de la caisse du BHV, tout ça. Parce qu'il y a une galerie de petits boulots merdiques des années 80 qui est assez complète, hein, les enquêtes, les caissières. Et encore, j'ai pas tout mis. Parce que j'étais goûteuse de jambon aussi, quand même. Ça pique un peu. Ouais. Non, mais... c'est pas du tout comment dire, un mépris. Hein, c'est juste, je voulais pas même un petit job de bureau. Je voulais pas, quoi. Je voulais pas, voilà, même opératrice de saisie. Voilà, t'es à Saint-Augustin, t'es bien payée. Ça va, ton gosse, oui, mais il m'empêchait de dormir. Non, mais non. Je veux pas de ce marigot-là, quoi. Et après, quand on a le côté un peu, voilà, de chanteuse, machin, c'est super. Tu regrettes le petit côté un peu rangé, parce que, tu vois, tu dis, oh, mais où est-ce que je suis ? J'aurais été tellement bien dans mon petit bureau, là. Qu'est-ce qui m'a pris de vouloir ça ? Qu'est-ce qui m'a pris mais pour qui ? Et là, tu te dis cette phrase extraordinaire. Mais pour qui je me prends ? Bah oui, forcément, avec la famille que tu as, tu vois. Ouais. Donc, faut nettoyer, quoi. Faut nettoyer. Tout ça, c'est au Karcher, quoi, qu'il faut nettoyer. Il faut pas nettoyer. Alors,
peux nettoyer chez un psy, tu peux nettoyer de toutes les façons. Hein. Moi, je pense que ma manière à moi, c'était de faire. Voilà, de faire des choses, d'essayer des choses, de me planter et de me colter aux choses. Moi, c'était ma manière d'être résiliente, quoi, ce mot. On emploie un peu pour tout et n'importe quoi, mais là, en l'occurrence... Voilà, mais là, en l'occurrence, c'est vraiment ça, quoi. Ouais. Alors, tu parlais tout à l'heure de la mélancolie. Il y a un passage assez beau sur la mélancolie, et qui, en fait, pour toi, la mélancolie, c'est, comme dit Gainsbourg, c'est fuir le bonheur de peur qu'il ne se sauve. C'est un peu ça à chaque fois. Tu pars au moment où les choses étudient. Donc, la mélancolie, c'est ce qui ne sera plus. La prescience d'un bonheur fatalement perdu, du temps qui va changer. Et ça, c'est vraiment dans ta nature. C'est le côté. Ah oui. C'est le côté juif d'Europe de l'Est que tu as. Ah oui, oui. Que tu as piqué. Moi, je suis quand même bien juive. Hein, dans le côté un peu, voilà, errante, machin. Ouais, je pense que quand tu es heureux, à un moment donné, bah, tu vas le perdre, quoi. Voilà. C'est comme ça. Mais je pense aussi que quand tu es malheureux, ça va s'arranger. Ouais. Tu vois. Mais ça, tu le dis souvent, pas par rapport à ton travail ou à ton métier de chanteuse, c'est plus par rapport à ta vie personnelle que tu as peur que les choses s'enfuient. Non, je pense que quand ça va trop bien, il va se passer un truc, quoi. Ouais. Il y a bien une petite tuile qui va tomber sur le crâne. Il va quand même falloir, à un moment donné, payer tout ce bonheur, quoi, tu vois. Ouais. Ouais. Mais bon, non, mais je m'arrête là parce que sinon il y aurait... Non, mais quel démon, ce Christophe Comte, mon Dieu. Non, on n'est pas là pour faire une séance de psy. Je ne sais pas combien on a de temps, en fait. C'est pour ça que je crois qu'on a peut-être dépassé, non? On a dépassé. Vous en avez marre? Ouais. Si vous pouvez dire, hein, parce que... Bon, en tout cas, une chose est sûre, c'est que c'est un très beau livre. Enfin, je dirais presque qui peut se lire même quand on ne connaît pas tes chansons, en fait. Ah, mais il faut. Bien sûr, bien sûr, mais c'est le but même. C'est pas l'idée, c'est pas de. Non, c'est pas une autobiographie nombriliste, pas du tout. Pas du tout. Donc je pense, c'est assez difficile de le qualifier. Hein. C'est vrai que c'est un objet un peu hybride, puisque. Il y a marqué récit, le rock et le spleen. Bon, voilà. Oui, voilà, le rock et le spleen, mais ça, j'imagine que c'est un truc d'éditeur. Mais un peu. J'ai échappé au pire. D'accord. Mais en tout cas, voilà, Le Feu aux joues, Gilles Caplan chez Robert Laffont. Et je ne sais plus combien il y a de chansons, en fait. Mais, il y a 23 albums. Hein, 23... 23 albums, donc 23 chapitres. Et pas seulement, d'ailleurs. Il y a des musiques. Enfin, il y a Chopin, il y a... Ah bah oui. Oui, c'est pas, pas que des chansons, quoi. Non. Il y a Chopin, il y a Emma Hoy Maria Tsege, Marianne Gebro, que j'adore, qui est une pianiste éthiopienne magnifique, qui fait l'objet d'un chapitre. Il y a, évidemment, il y a Maria Callas avec Carmen. Il y a les Beach Boys, il y a The Cure, il y a Jean Ferrat. Et c'est ça qui est bien, c'est que c'est très éclectique. C'est une playlist assez... voilà. Donc en plus, on peut faire la playlist en écoutant. J'ai fait la playlist, à la fin, j'ai fait un petit flashcode où vous pouvez aller sur Deezer, vous scannez. Et c'est-à-dire que chaque groupe, même le plus obscur dont je parle, il est dans la playlist. Donc vous pouvez écouter Peel, par exemple, Flower, This is not a love song. This is not a love song. C'est pas vraiment obscur, Peel, mais bon. Hein? C'est pas vraiment obscur. Non, c'est pas obscur, mais voilà, c'est pas non plus Madonna, quoi. Tu vois. Ok, merci beaucoup, merci Valentine. Merci à toi, Christophe.